Il y a quelque chose que personne ne vous dit franchement, quelque chose que l'on garde soigneusement enfoui sous les sourires polis et les réponses automatiques du type « ça va, merci ». Il y a une douleur très précise, une douleur qui ne saigne pas, qui ne se voit pas sur une radio, qui n'a pas de nom sur une ordonnance mais qui s'installe là, juste sous le sternum, à 3 doigts en dessous, comme une pierre froide que vous portez depuis des mois, peut-être depuis des années. Vous vous levez le matin et cette pierre est déjà là. Vous vous couchez le soir et elle est encore là. Et le plus étrange, le plus cruel peut-être, c'est que vous avez appris à faire semblant qu'elle n'existe pas. Vous avez appris à fonctionner autour d'elle, à travailler, à répondre aux messages, à rire au bon moment, à hocher la tête quand il faut. Vous êtes devenu un expert du silence intérieur. Et pourtant, la pierre reste, et pourtant, la solitude reste. Christophe André le dit souvent, avec cette douceur qui lui est propre, avec cette façon de parler comme s'il s'adressait à une seule personne dans une pièce silencieuse. La solitude la plus douloureuse n'est pas celle des gens qui n'ont personne. C'est celle des gens qui ont du monde autour d'eux et qui se sentent quand même seuls, complètement, radicalement seuls. C'est cette solitude-là qui fait le plus mal parce qu'elle contient aussi une honte. On se dit « je n'ai pas le droit de me plaindre ». Il y a des gens bien plus isolés que moi. Et pourtant, derrière les yeux, là où la journée s'accumule et ne se dissout pas, il y a ce vide qui pulse doucement, comme un signal d'alarme que personne d'autre n'entend. Il y a une raison pour laquelle cela continue de se produire dans votre vie. Une raison pour laquelle cette solitude revient toujours, quel que soit le travail que vous faites, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelles que soient les personnes qui vous entourent. Et cette raison n'a probablement rien à voir avec ce que vous croyez. Pas avec votre caractère, pas avec votre passé, pas avec une malédiction ou une malchance particulière. Nous allons y revenir, parce que comprendre cette raison, c'est déjà commencer à défaire ce nœud invisible qui vous retient. Mira, laissez Christophe André vous raconter quelque chose d'abord. Quelque chose de très ordinaire et pourtant de très révélateur. Imaginez un dimanche après-midi. Pas un dimanche de film, pas un dimanche avec une lumière dorée et des enfants qui rient dans un jardin. Un vrai dimanche. Un dimanche de novembre, ou plutôt ce qui ressemble à novembre dans la tête de quelqu'un qui souffre. Peu importe la saison dehors. Les volets sont mi-clos. Il y a une tasse de café qui refroidit sur la table, à côté d'un téléphone qui ne sonne pas. Sur l'écran, il y a des notifications, bien sûr. Des groupes WhatsApp où les autres s'organisent pour des choses auxquelles vous n'avez pas été convié, ou plutôt des choses auxquelles vous avez décliné l'invitation, parce que l'idée de sortir ce jour-là était impossible, trop lourde, trop compliquée. Et maintenant, vous regardez ces messages défiler et vous ressentez quelque chose de très particulier, un mélange de soulagement d'être là, chez vous, au calme, et en même temps une douleur sourde, une douleur de ne pas être là, de ne pas appartenir à ce flux de vie qui continue sans vous. C'est ça, la solitude moderne. Ce n'est pas l'absence de connexion, c'est leur présence fantomatique. C'est être connecté à tout et relié à rien. C'est scroller des vies que vous ne vivez pas, observer des liens que vous ne tissez plus et sentir, quelque part à la hauteur de la gorge, ce serrement discret qui vous rappelle que vous êtes en dehors, pas complètement. Juste assez pour que ça fasse mal, Christophe André observe cela depuis des décennies dans son cabinet, à l'hôpital Sainte-Anne, dans ses livres, dans ses ateliers de méditation. Et ce qu'il observe, c'est que nous vivons dans une époque paradoxalement épuisante pour la connexion humaine. Nous avons plus d'outils de communication que jamais et moins de conversations profondes que jamais. Nous avons des centaines d'amis en ligne et parfois personne à appeler à 2 heures du matin quand l'angoisse s'installe. Nous sommes surinformés sur le bonheur des autres et sous-alimentés en présence réelle. Et cette combinaison, ce cocktail bizarre et très contemporain, crée une forme de solitude nouvelle, une solitude avec Wi-Fi, une solitude avec abonnement premium, une solitude que même les algorithmes ne savent pas soigner, même s'ils font semblant d'essayer. Si quelque chose dans ces mots vous touche, si vous reconnaissez dans cette image du dimanche quelque chose de votre propre vie, alors il y a quelque chose d'important à faire maintenant, pas demain, maintenant.
pas parce que c'est urgent au sens d'une urgence médicale, mais parce que chaque jour que l'on passe à se couper davantage est un jour de moins pour retrouver le chemin. Et si vous êtes ici, si vous écoutez ces mots, c'est que quelque chose en vous cherche encore ce chemin. Cette partie de vous mérite d'être entendue. Si vous souhaitez que ces réflexions continuent de vous accompagner, abonnez-vous, parce que ce que nous allons explorer ensemble ici, c'est exactement le travail que vous avez besoin de faire, et laissez un commentaire. Dites simplement en quoi la solitude se manifeste dans votre quotidien. Parce que nommer les choses, comme le sait Christophe André, c'est déjà commencer à les transformer. Maintenant, voici ce que vous devez entendre, même si ce n'est pas confortable, même si une partie de vous préférerait ne pas l'entendre. Si vous ne faites rien, si vous continuez à subir cette solitude en silence, à la gérer seule dans l'ombre, à espérer qu'elle parte d'elle-même comme une mauvaise grippe, il y a quelque chose de très précis qui va se produire. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas du catastrophisme. C'est de la psychiatrie clinique, c'est ce que Christophe André a observé des centaines de fois. La solitude non traitée ne reste pas stable, elle évolue, elle se transforme, et pas vers quelque chose de mieux. Figeac, la solitude chronique, celle qui dure des mois, des années, celle que l'on apprivoise comme un animal domestique dangereux, cette solitude-là réorganise le cerveau. Ce n'est pas une métaphore. Des études en neurosciences le montrent clairement. L'isolement prolongé modifie la façon dont le cerveau perçoit les menaces sociales. Les personnes qui ont vécu dans la solitude chronique deviennent hypersensibles aux signaux de rejet. Elles interprètent une phrase neutre comme une attaque. Elles voient de l'indifférence là où il y a simplement de la distraction. Et cette hypersensibilité, qui est au fond un mécanisme de protection, finit par se retourner contre elles, parce qu'elle les pousse à s'isoler davantage pour éviter la douleur des relations. Vous voyez le paradoxe ? Vous fuyez les relations pour ne plus souffrir des relations. Et en fuyant, vous créez exactement la condition qui vous fait le plus souffrir. C'est une boucle invisible et cruelle. Et personne ne vous a probablement jamais expliqué cela aussi clairement. Mais il y a plus. Il y a quelque chose que l'on dit encore moins souvent, parce que c'est délicat, parce que ça touche à quelque chose de profondément humain. Quand vous vous isolez, vous ne disparaissez pas seulement de votre propre vie. Vous disparaissez de la vie des autres. Et cette disparition, cette absence progressive, elle fait des dégâts. Elle crée des blessures chez les personnes qui vous aiment, chez celles qui essaient encore de vous atteindre et qui reçoivent le silence, chez celles qui finissent par se demander si elles ont fait quelque chose de mal, si elles vous importent encore. Et peu à peu, parce que la vie continue, parce que les gens ont leur propre douleur à porter, ils s'adaptent à votre absence. Ils arrêtent d'appeler. Pas par manque d'amour, mais par épuisement. Et un jour, vous regardez autour de vous et vous vous dites « Tout le monde m'a abandonné ». Mais la vérité, et c'est une vérité difficile, c'est que c'est vous qui avez commencé à partir le premier. Si vous ne prenez pas en charge cette solitude, si vous n'apprenez pas à travailler avec elle, plutôt que contre elle, vous risquez de descendre dans quelque chose de bien plus sombre. La dépression n'est pas une faiblesse. C'est une conséquence logique d'un cerveau qui a trop longtemps manqué de lien, de sens, de présence. Et une fois que la dépression s'installe vraiment, pas la tristesse passagère, pas les jours difficiles, mais la dépression profonde, celle qui coupe l'appétit et le sommeil et l'envie de tout. Remonter devient un travail immense, long, douloureux. Christophe André ne dit pas cela pour vous faire peur. Il dit cela parce que la prévention est toujours plus douce que le traitement, parce qu'il est infiniment plus facile de construire un pont avant que le précipice s'élargisse. Et ce précipice peut s'élargir très vite. C'est là où la solitude devient vraiment dangereuse, là où elle cesse d'être un état émotionnel pour devenir une identité. Quand vous commencez à vous définir par votre isolement. Quand vous dites, même silencieusement, même juste à vous-même, c'est comme ça que je suis. Je suis quelqu'un de seul, je suis quelqu'un qui n'appartient nulle part. Je suis quelqu'un à qui les connexions profondes ne sont pas destinées. C'est à ce moment-là que quelque chose de très subtil et de très grave se produit. Vous cessez de chercher une sortie parce que vous avez intégré la prison comme votre maison. Véras, Christophe André a rencontré des patients qui en étaient arrivés là. Des hommes et des femmes brillants, sensibles, capables d'amour profond,
qui avait simplement attendu trop longtemps, qui avait laissé la solitude faire son œuvre doucement, patiemment, comme une mauvaise herbe qui pousse entre les pierres. Et quand ils arrivaient en cabinet, ce n'était pas tant la solitude qui les paralysait, c'était la conviction que c'était trop tard, que le cœur s'était trop durci, que les muscles de la connexion, si l'on peut les appeler ainsi, avaient trop atrophié pour se remettre à fonctionner. Et c'est là, justement là, que l'on touche à quelque chose d'essentiel. La solitude chronique ne durcit pas seulement le cœur au sens métaphorique, elle endurcit la perception, elle rétrécit le monde intérieur, elle installe une forme d'amertume qui n'est pas une mauvaise humeur, mais une façon de voir, une façon de filtrer la réalité à travers la conviction que les autres décevront toujours, que la vie ne récompense pas les efforts, que l'ouverture est une naïveté dangereuse. Et cette amertume, une fois qu'elle prend racine, se nourrit d'elle-même. Elle cherche des preuves de sa propre justesse. Elle les trouve partout parce que la vie, dans son désordre magnifique et absurde, fournit toujours des preuves de ce que l'on cherche. Te suena, cette façon de regarder le monde et de voir, d'abord ce qui confirme que les choses sont mauvaises, que les gens sont décevants, que vous avez raison d'être méfiant. C'est un mécanisme de protection qui s'est retourné contre vous. C'est votre cerveau qui essaie de vous garder en sécurité en vous gardant fermé. Et c'est précisément ce mécanisme qu'il faut comprendre, qu'il faut regarder avec une immense douceur, sans le juger, mais avec une clarté suffisante pour ne plus le laisser décider à votre place. Mais voici une autre dimension que l'on néglige presque toujours, et qui pourtant est fondamentale pour comprendre pourquoi cette solitude s'est installée et pourquoi elle résiste. Il y a des gens qui, en surface, ont l'air parfaitement bien, qui travaillent, qui sortent, qui postent des photos de leur dîner entre amis, qui semblent connectés, actifs, présents, et qui, à l'intérieur, sont en train de s'effondrer. Pas dramatiquement, pas de façon visible, mais silencieusement, méthodiquement, comme une structure qui cède de l'intérieur pendant que la façade tient encore. Christophe André pense à une femme qu'il a rencontrée il y a plusieurs années, appelons-la Isabelle, pour préserver son anonymat. Isabelle avait 42 ans, elle était cadre dans une grande entreprise. Elle organisait des réunions, gérait des équipes, déjeunait avec des collègues, participait à des after-work. Elle était, de l'avis de tous, quelqu'un de sociable, de dynamique, de bien dans sa peau. Et puis un soir, dans le cabinet, elle a dit quelque chose de très simple, avec une voix étrangement calme. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dit à quelqu'un comment je me sentais vraiment. Pas à ma mère, pas à mon mari, pas à mes amis. Je parle tout le temps, mais je ne dis rien. Je suis entouré de monde et je me sens comme derrière une vitre. Ce que vivait Isabelle, c'est ce que Christophe André appelle la solitude de la performance. Cette solitude qui n'est non pas de l'absence de contact, mais de l'excès de masque. On se montre compétent, on se montre fort, on se montre agréable, et dans cet excès de montration, on oublie d'être. On oublie d'être vulnérable, d'être incertain, d'être humain dans le sens le plus humble du terme. Et cet oubli a un coût qui se paye en tension dans la nuque, en insomnie à 3 heures du matin, en cette sensation derrière les yeux dont nous parlions, là où tout s'accumule et ne se dissout jamais complètement. Ce que l'histoire d'Isabelle nous enseigne, et c'est là où la leçon prend tout son sens, c'est que l'apparence et la réalité intérieure peuvent être radicalement étrangères l'une à l'autre, et que nous passons une énergie considérable à préserver cet écart, à maintenir cette façade, parce que nous avons appris, très tôt, que montrer sa fragilité est risqué, que la vulnérabilité est une invitation à être blessé, que demander de l'aide, c'est exposer une faiblesse. Et alors on travaille dur, on se tait et on travaille dur, on serre les dents et on avance. On accumule les kilomètres intérieurs en silence parce que c'est ce que l'on nous a appris à faire. Tais-toi et travaille dur. Ça, c'est le mantra de toute une génération, peut-être de plusieurs générations. C'est la sagesse que l'on nous a transmise comme si c'était une évidence, comme si le silence et l'effort étaient les seules réponses valables à la douleur. Et il y a une part de vérité là-dedans, bien sûr. L'effort a sa beauté, le travail a sa dignité. La persévérance est une forme de respect envers soi-même.
Christophe André ne le nie pas. Mais Mira, quand ce mantra devient une façon d'éviter, quand se taire signifie ne jamais nommer ce qui fait mal, et travailler dur signifie s'anesthésier dans l'activité pour ne pas ressentir, alors ce beau mantra devient une cage confortable, une cage propre, une cage que vous avez vous-même construite et dans laquelle vous vivez en vous croyant libre. Voici le paradoxe central, le paradoxe que Christophe André observe encore et encore dans sa pratique clinique. Plus on travaille dur pour ne pas ressentir la solitude, plus on la creuse. Plus on se tait sur sa douleur, plus cette douleur grossit dans l'obscurité. C'est comme ignorer une plante dans un coin sombre de votre appartement. Elle ne disparaît pas parce que vous ne la regardez pas. Elle dépérit, oui, mais elle dépérit en vous. Elle se décompose en vous. Et cette décomposition silencieuse, c'est ce qui, au bout d'un certain temps, commence à affecter tout le reste. La qualité de votre sommeil, votre capacité à ressentir du plaisir, votre aptitude à recevoir l'amour des autres, votre tolérance à la frustration quotidienne. Et puis il y a quelque chose de plus immédiat, de plus concret, que l'on mesure très bien en psychiatrie comportementale. Quand une personne est dans cet état, quand elle est dans cette solitude silencieuse et performative, elle commence à émettre des signaux que les autres captent sans les comprendre. Elle devient légèrement moins disponible, légèrement plus irritable, légèrement plus absente dans les conversations. Elle répond aux messages avec un peu moins de chaleur. Elle décline les invitations avec un peu plus de facilité. Et les gens autour d'elle, qui ne savent pas ce qui se passe vraiment, qui ne peuvent pas voir la pierre sous le sternum, commencent à s'éloigner. Non par cruauté, mais parce que la connexion demande deux présences et que quand l'une s'absente, l'autre finit par comprendre le message. Et alors le cercle se referme. La solitude crée le retrait crée l'éloignement des autres confirme la conviction que vous êtes seul, que personne ne tient vraiment à vous, et cette conviction renforce la solitude. Et tout cela se passe lentement, sur des mois, sur des années, avec une discrétion qui rend le phénomène presque invisible jusqu'au jour où vous vous réveillez et vous réalisez que le tissu de vos relations s'est effiloché sans que vous ayez vu le moment précis où les fils ont commencé à céder. Escucha, parce que c'est ici que nous arrivons au cœur de quelque chose d'essentiel, à cette raison dont nous parlions au début, cette raison pour laquelle la solitude revient toujours, cette raison qui n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Ce n'est pas votre caractère, ce n'est pas votre malchance, ce n'est pas une fatalité génétique ou une malédiction relationnelle. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus libérateur que ça. C'est une habitude profonde, ancienne, bien ancrée, mais une habitude quand même. Et les habitudes, même les plus solidement installées, peuvent changer, pas du jour au lendemain, pas sans effort, mais elles peuvent changer. Christophe André en a été témoin des centaines de fois. Loves, ce que vous avez appris à faire, c'est vous retirer avant d'être rejeté, vous fermer avant d'être blessé, vous taire avant d'être mal compris. Et c'était peut-être une stratégie qui avait du sens à un moment de votre vie, peut-être dans l'enfance, peut-être dans une relation passée qui vous a profondément abîmé. Cette stratégie vous a protégé. Elle vous a permis de traverser des périodes où l'ouverture était effectivement dangereuse. Mais le problème avec les stratégies de survie, c'est qu'elles ne savent pas s'arrêter d'elles-mêmes. Elles continuent de fonctionner même quand le danger a disparu. Elles continuent de vous protéger d'un monde qui n'est peut-être plus aussi menaçant que vous le percevez. Et maintenant, approchons-nous des outils. Approchons-nous de ce que Christophe André propose, de ce qu'il a testé, observé, affiné au fil des ans, de ce qui fonctionne réellement, pas de façon spectaculaire, mais de façon solide, durable, profonde. La première chose, et c'est peut-être la plus contre-intuitive, c'est d'arrêter de combattre la solitude. Oui, vous avez bien entendu, ne pas la combattre. Parce que quand vous combattez un état intérieur, quand vous déployez toute votre énergie à le repousser, à le nier, à le noyer dans le travail ou le bruit ou l'activité, vous lui donnez exactement le carburant dont il a besoin pour persister. La résistance renforce. C'est un principe fondamental de la psychologie du comportement et c'est aussi d'ailleurs
le cœur de certaines pratiques contemplatives bouddhistes que Christophe André a beaucoup étudiées et intégrées dans son approche clinique. Ce qu'il propose à la place, c'est de se tourner vers la solitude avec curiosité. Pas avec enthousiasme, pas avec joie forcée, mais avec une curiosité honnête. De dire, au sens propre, de vous asseoir quelques minutes, de fermer les yeux et de demander « Où est-elle exactement dans mon corps, cette solitude ? Est-ce la tightness sous le sternum? Est-ce la lourdeur dans les épaules, là où la journée se dépose? Est-ce cette tension derrière les yeux, là où tout s'accumule? Est-ce un froid dans les mains? Est-ce un creux dans l'estomac? Localisez-la, donnez-lui des coordonnées corporelles. Parce que quand vous faites ça, quelque chose de remarquable se produit. L'expérience change de nature. Ce qui était une menace abstraite, une souffrance globale et écrasante, devient quelque chose de localisé, de limité, de traversable. C'est la première pratique concrète. C'est ce que Christophe André appelle l'ancrage dans le corps, et il ne le propose pas comme une fantaisie New Age, mais comme une technique validée par la recherche en neurosciences affectives. Quand vous nommez une sensation corporelle avec précision, les circuits de régulation émotionnelle du cerveau s'activent. La cortex préfrontal, le siège de la raison et de la perspective, reprend une partie du contrôle que l'amygdale, la sentinelle de la peur, avait monopolisé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. La deuxième pratique, et elle est intimement liée à la première, c'est ce que l'on appelle l'autocompassion, un mot qui sonne peut-être trop doux, trop mièvre pour certains, surtout pour ceux qui ont grandi avec le mantra du silence et du travail dur. Mais laissez Christophe André vous expliquer ce que cela signifie vraiment, parce que ce n'est pas ce que vous croyez. L'autocompassion, ce n'est pas se faire des câlins imaginaires ou se répéter des affirmations positives comme un perroquet. C'est simplement, dans les moments de douleur, de se parler comme on parlerait à un ami cher qui souffre, pas avec des conseils, pas avec des solutions, juste avec cette présence, cette reconnaissance, ce que tu ressens est réel. Ce que tu traverses est difficile. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es humain. Ça semble simple, et c'est effectivement simple. Mais c'est rarement naturel pour quelqu'un qui a appris à se taire et à travailler dur. Pour cette personne, la voix intérieure ressemble davantage à un contremaître sévère qu'à un ami bienveillant. Et changer le registre de cette voix intérieure, même légèrement, même imparfaitement, a des effets mesurables sur le niveau de stress, sur la qualité du sommeil, sur la capacité à maintenir des liens sociaux. Christine Neff, chercheuse à l'Université du Texas, dont Christophe André cite souvent les travaux, a passé des années à documenter ces effets. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. La troisième pratique, peut-être la plus difficile et la plus nécessaire, c'est ce que Christophe André appelle la petite ouverture. Pas la grande ouverture dramatique, pas la confession totale, pas la vulnérabilité spectaculaire que les réseaux sociaux semblent parfois valoriser de façon un peu obscène. La petite ouverture, le geste minuscule vers l'autre, un message à quelqu'un que vous n'avez pas contacté depuis trop longtemps, sans raison particulière, juste pour dire « je pense à toi ». Un café avec un collègue où, au lieu de parler de travail, vous osez dire « en ce moment, je ne vais pas très bien, pas en détail, pas en larmes ». Juste cette vérité simple, offerte comme on offre quelque chose de fragile, avec précaution. Verras, ces petites ouvertures ont un double effet. D'abord, elles recréant du lien là où le silence en avait coupé. Mais surtout, elles prouvent à votre cerveau que la vulnérabilité ne détruit pas, que partager quelque chose d'authentique ne provoque pas automatiquement le rejet. Et chaque fois que vous faites ce test et que vous survivez, que la personne en face ne s'enfuit pas, que le ciel ne tombe pas, votre système nerveux enregistre une nouvelle donnée. L'ouverture est possible. L'ouverture est parfois sûre. Et avec le temps, avec la répétition de ces micro-expériences positives, la conviction profonde qui vous poussait à vous fermer commence à se fissurer. Doucement, imperceptiblement. Mais réellement, la quatrième pratique que Christophe André recommande avec une grande constance, c'est la méditation de la bienveillance, appelée parfois méta en sanskrit, ou méditation de l'amour aimant. Et il anticipe déjà les sourcils levés, les sourires sceptiques.
Il les accueille avec bienveillance, justement, parce qu'il comprend la résistance. Parce qu'il a lui-même, à un moment de sa vie, été sceptique sur ces pratiques. Mais voilà ce qu'il a observé cliniquement. Les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation de bienveillance, même quelques minutes par jour, développent une plus grande tolérance à la proximité émotionnelle. Elles deviennent progressivement moins défensives dans leurs relations. Elles perçoivent moins de menaces sociales là où il n'y en a pas. La pratique est simple, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Commencez par vous adresser à vous-même, à cette partie de vous qui souffre, à cette partie de vous qui porte la pierre froide sous le sternum, et dites intérieurement, puisse être heureux, puisse-je être en paix, puisse-je être libéré de la souffrance. Ne forcez pas l'émotion, ne cherchez pas à ressentir quelque chose de particulier. Dites simplement les mots. Et puis, après quelques instants, pensez à quelqu'un que vous aimez facilement, quelqu'un dont l'image vous apporte de la chaleur, et envoyez ces mêmes mots dans sa direction. Puis à quelqu'un de neutre. Puis, avec le temps, à quelqu'un avec qui vous avez des difficultés. Ce n'est pas pour effacer les conflits, c'est pour desserrer le point intérieur. C'est pour assouplir ce qui s'est durci. La 5e pratique est peut-être la plus surprenante. Et c'est celle que Christophe André défend avec le plus d'insistance auprès des personnes qui se sentent piégées dans leur solitude. C'est d'aller vers la nature. Pas nécessairement loin, pas nécessairement longtemps, mais aller dehors, mettre ses pieds dans l'herbe ou ses mains sur l'écorce d'un arbre, regarder le ciel pendant 5 minutes sans rien faire d'autre. Cela peut sembler dérisoire face à l'ampleur de ce que vous traversez. Mais le contact avec la nature a des effets documentés sur le système nerveux autonome. Il réduit le cortisol, il active le système parasympathique, celui qui permet le repos et la réparation. Et surtout, il replace le moi dans quelque chose de plus grand, dans quelque chose qui existait avant vous et continuera après vous. Et cette mise en perspective, aussi simple soit-elle, a un effet apaiseur sur l'ego. Blessé sur cette partie de vous qui se sent trop petite ou trop perdue, ou trop seule dans un monde trop grand. Mira, Christophe André, aime rappeler cette vérité simple avec un sourire. Les arbres ne savent pas qu'ils vous regardent, mais vous, vous savez que vous les regardez. Et ça change quelque chose. La 6e pratique, et elle s'accumule non pas pour vous accabler, mais pour vous donner le choix. La 6e pratique, c'est le journal de gratitude, mais pas dans le sens sucré et superficiel qu'on lui donne. Parfois, pas une liste de choses positives que vous forcez votre cerveau à reconnaître pour lui faire croire que tout va bien. Non, c'est quelque chose de plus honnête, de plus nuancé. C'est noter chaque soir une seule chose qui a eu une texture intéressante dans votre journée. Pas forcément belle, pas forcément positive, juste intéressante. La façon dont la lumière traversait la fenêtre de votre bureau à 16 heures. Le goût du café de ce matin, plus fort qu'habitude. La phrase d'un inconnu dans le métro qui vous a surpris. Un moment de silence dans lequel vous avez remarqué votre propre respiration. Ces petites choses, ces textures du réel, sont les fils avec lesquels on retisse un lien avec la vie. Et les personnes qui s'isolent, qui s'enfoncent dans la solitude, perdent progressivement la capacité à les percevoir. Le monde devient gris et uniforme. Tout se ressemble. Rien ne touche. Et ce journal, aussi bête qu'il paraisse, est un entraînement de la perception. Un rappel que la vie, même dans ses jours les plus ordinaires, contient des matières à attention. La 7e pratique, et c'est peut-être la plus contre-culturelle dans notre monde où l'on valorise l'autonomie, l'autosuffisance, le fait de tout gérer soi-même sans aide. La 7e pratique, c'est de demander. De demander de l'aide, pas à tout le monde, pas de façon dramatique, mais à quelqu'un, à une personne de confiance, à un professionnel si nécessaire, à un groupe de soutien si l'isolement est profond. Christophe André insiste sur ce point avec une douceur ferme. La solitude profonde n'est pas un problème que l'on résout seul. Ce n'est pas un paradoxe cruel. C'est simplement la nature de la chose. On ne guérit pas d'une rupture de lien en restant dans l'absence de lien. On guérit du lien manquant en créant du lien, même imparfait, même timide, même maladroit. Et ici,
Christophe André adresse un mot particulier aux hommes parce que la statistique est têtue. Les hommes sont statistiquement plus vulnérables à l'isolement chronique parce qu'ils ont appris encore plus radicalement à se taire et à travailler dur. Ils ont appris que demander de l'aide est une faiblesse, que montrer sa douleur est une menace pour leur image, et ce apprentissage les tue, parfois littéralement. Les chiffres sur le suicide masculin en disent long. Ce n'est pas une critique, c'est une observation empreinte d'une immense compassion pour toute une façon d'être que la culture a imposée et que la biologie ne demandait pas. Il y a quelque chose que Christophe André veut aussi nommer, avec précision et sans romantisme. La solitude peut avoir une fonction. Il y a des solitudes choisies, des solitudes qui ressourcent, des solitudes qui permettent de descendre en soi-même pour retrouver ce que le bruit du monde a recouvert. Les mystiques le savaient, les artistes le savent. Même certains scientifiques témoignent de l'importance du retrait pour la pensée profonde. Cette solitude-là n'est pas le problème. Le problème, c'est quand la solitude cesse d'être un choix pour devenir une condition. Quand vous ne pouvez plus en sortir même quand vous le voulez, quand elle n'est plus un espace de recueillement, mais une forteresse dont vous avez perdu les clés. La distinction est importante, parce qu'elle change radicalement l'approche. Si vous choisissez votre solitude, elle vous nourrit. Si votre solitude vous choisit, elle vous consume. Et la question que Christophe André poserait volontiers est celle-ci. Est-ce que vous êtes seul parce que vous en avez besoin, ou est-ce que vous êtes seul parce que vous avez peur de ne plus l'être? Te Suena, cette peur de ne plus être seul. Cette peur paradoxale qui fait que l'on souffre de la solitude tout en la protégeant farouchement. Parce que la solitude, au moins, est connue, elle est prévisible. Elle ne peut pas vous décevoir, elle ne peut pas partir un matin en laissant un vide encore plus grand que celui qui existait avant. Et alors, vous restez avec elle. Vous la choisissez par défaut parce qu'elle est le diable que vous connaissez. Mais voici ce que Christophe André a appris et qu'il partage avec une humilité qui est au fond une forme de courage. Le diable que vous connaissez n'est pas moins dangereux parce que vous le connaissez. Il est parfois plus dangereux justement parce que vous avez baissé la garde. Alors que faire de tout cela? Comment passer de la compréhension intellectuelle à quelque chose qui se vit dans le corps, dans le quotidien, dans les moments concrets où la solitude frappe à la porte à 19h30 un soir de semaine? Christophe André propose une image qui lui vient d'une conversation avec un vieil ami moine, quelqu'un qui avait passé des années dans un monastère et qui connaissait mieux que personne les deux visages du silence. Il disait que le silence peut être une chambre vide ou une chambre meublée. Dans les deux cas, c'est le silence. Mais l'expérience est radicalement différente. Une chambre vide résonne et fait peur. Une chambre meublée tient compagnie, même sans occupant. Ce que nous proposons ici, ce que ces pratiques construisent progressivement, c'est du mobilier intérieur. Ce sont des habitudes, des ressources, des points d'appui que vous pouvez retrouver dans le silence quand il devient trop lourd. La capacité à nommer vos sensations corporelles, c'est un meuble. La voie de l'autocompassion, c'est un meuble. Le souvenir d'une ouverture qui a bien tourné, c'est un meuble. La texture du café de ce matin noté dans votre journal, c'est un meuble. Et avec le temps, avec la pratique, la chambre intérieure se remplit. Non pas de bruit, non pas d'une agitation qui comblerait le vide en le masquant, mais d'une présence à soi-même qui rend la solitude traversable, et parfois même belle. Fijat, voici ce que l'on comprend, peut-être pour la première fois clairement. L'ennemi n'est pas la solitude, l'ennemi est l'absence à soi-même. L'ennemi est ce mouvement intérieur qui vous pousse à fuir votre propre compagnie, à remplir chaque silence d'une distraction, à éviter le rendez-vous avec vous-même parce que vous ne savez plus trop qui vous allez y trouver, ou parce que vous avez peur de ce que vous allez y trouver. Et c'est là, dans ce rendez-vous avec soi-même, que tout commence, pas dans une révélation, pas dans un déclic spectaculaire, mais dans une pratique quotidienne, humble, persévérante, de se retrouver soi-même avec un peu plus de douceur qu'hier. Christophe André a une façon de conclure ses ateliers qui mérite d'être rappelée ici. Il dit que guérir de la solitude, ce n'est pas trouver des gens qui comblent votre vide. C'est apprendre à habiter votre vide de façon à ce qu'il ne soit plus un vide. C'est transformer l'absence en espace. L'espace pour respirer, l'espace pour penser,
l'espace pour se souvenir de ce qui vous importe vraiment, de ce à quoi vous tenez, de ce que vous voulez encore construire dans cette vie. Et cette transformation, ce passage de l'absence à l'espace, ne demande pas des années de thérapie intensive, même si la thérapie peut être d'une aide précieuse quand la souffrance est profonde. Elle commence avec des gestes minuscules. Elle commence ce soir, si vous le décidez. Elle commence quand vous posez votre téléphone et que vous restez assis en silence pendant 2 minutes, juste pour sentir ce qui est là, sans le fuir, sans le nommer avec des mots compliqués, juste pour le laisser exister. Elle commence quand vous envoyez ce message à la personne à qui vous pensez depuis des semaines. Elle commence quand vous dites, à voix haute ou en pensée, à cette partie de vous qui souffre, « Je suis là, je ne pars pas. Nous allons traverser ça ensemble. » Mira, il y a une dernière chose que Christophe André tient à dire avant de terminer, parce que c'est peut-être la plus importante, et c'est aussi la plus simple. Il n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard, pas à 30 ans, pas à 50 ans, pas à 70 ans. Le cerveau humain, même adulte, même vieillissant, conserve une plasticité remarquable. Il peut apprendre de nouvelles façons de percevoir, il peut créer de nouveaux circuits de connexion. Il peut, avec l'aide d'une pratique régulière et d'un peu de courage, retrouver la capacité à ressentir de la joie, là où il ne ressentait plus que de la grisaille, à percevoir de la chaleur, là où il ne percevait plus que de la méfiance, à habiter le monde avec un peu plus de légèreté que cette lourdeur accumulée. Il n'est pas trop tard. Et le fait que vous soyez ici, que vous ayez écouté jusqu'à ce point, que vous ayez laissé ces mots vous atteindre derrière la protection du quotidien, c'est déjà une preuve que quelque chose en vous cherche encore. Quelque chose en vous résiste encore à l'idée que c'est ainsi que ça doit être, que la pierre froide sous le sternum est permanente, que le dimanche silencieux est une fatalité. Et cette résistance, aussi petite soit-elle, aussi vacillante soit-elle, c'est la lumière dont nous parlions au début. Cette lumière intérieure qui ne s'éteint jamais complètement, même dans les nuits les plus longues. Véras, on nous a appris à nous taire et à travailler dur. Et il y a de la beauté dans ce mantra, comme dans toute discipline qui nous demande de nous dépasser. Mais Christophe André propose d'y ajouter quelque chose. D'y ajouter cette phrase que personne ne nous a jamais vraiment appris à dire. Et aussi parler. Parler à quelqu'un. Parler à vous-même avec douceur. Parler à la vie, même si vous ne savez pas encore très bien dans quelle direction elle va. Parce que le silence, quand il n'est pas choisi, quand il est imposé par la peur, ou la honte, ou l'habitude, ce silence-là est une prison. Et les prisons, même les plus confortables, même les plus silencieuses, ne sont pas des maisons. Revenez à cette question du début, à ce mystère que nous avions ouvert. Pourquoi cela revient-il toujours ? Pourquoi cette solitude, malgré tous vos efforts, malgré tout ce travail, malgré tout ce silence, revient-elle toujours ? La réponse maintenant vous la sentez peut-être différemment. Elle revient parce que vous lui avez donné de l'espace en lui refusant de l'attention. Elle revient parce que chaque fois que vous l'avez fuie, vous avez renforcé l'idée qu'elle était trop grande pour être regardée. Elle revient parce que vous n'avez pas encore appris à vous asseoir avec elle, à lui dire « Je te vois, je sais que tu es là, mais tu ne me définis pas. » Et maintenant, vous savez comment commencer à lui dire cela. Maintenant, vous avez des outils, petits, simples, imparfaits, mais réels. L'ancrage corporel, l'autocompassion, la petite ouverture vers l'autre, la méditation de bienveillance, le contact avec la nature, le journal de texture, la demande d'aide. Ces 7 pratiques ne sont pas une liste à cocher, elles sont des portes et vous n'avez pas besoin de les ouvrir tout en même temps. Vous avez besoin d'en ouvrir une seule, celle qui vous semble la moins effrayante ce soir. Christophe André termine en rappelant quelque chose que la psychiatrie et la sagesse ancienne partagent, une vérité qui traverse les siècles et les cultures. L'être humain n'est pas fait pour la solitude complète. Nous sommes des créatures de lien, biologiquement, neurologiquement, fondamentalement. Nos cerveaux sont câblés pour la résonance avec d'autres cerveaux. Nos corps répondent à la présence des autres corps. Nos histoires ne prennent leur sens que dans le regard de quelqu'un d'autre qui les entend. Et ce besoin profond et légitime et absolument humain de connexion,
Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une dépendance pathologique, c'est simplement ce que vous êtes, ce que nous sommes tous. Alors allez-y, avec douceur, avec patience, avec cette conviction tranquille que quelque chose peut changer, parce que vous, ici maintenant, vous avez décidé de lui donner une chance. Tais-toi si tu en as besoin, travaille dur si c'est ce qui te nourrit, mais n'oublie pas d'ouvrir une fenêtre de temps en temps. L'air frais, même en novembre, même dans les jours les plus lourds, fait du bien à quelque chose qui respire encore en vous.